Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 5 août, je vous propose de commencer notre tour d'horizon de la région au Myanmar, où la junte militaire a annoncé la mise en place d'un gouvernement intérimaire en vue des prochaines élections. Hong Kong ensuite, où le Parlement local doit bientôt débattre d'un projet de loi qui vise à accorder certains droits aux couples homosexuels enregistrés à l'étranger. Nous irons aussi dans le Pacifique pour revenir sur les relations tendues entre l'archipel des îles Cook et son allié traditionnel, la Nouvelle-Zélande. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Nouvelle-Calédonie, où le principal parti indépendantiste a rejeté le projet d'accord signé à Bougival au mois de juillet. La junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé jeudi dernier la fin de l'état d'urgence en place depuis le coup d'État de février 2021, la mise en place d'un gouvernement intérimaire et la restructuration de l'administration pour préparer la tenue d'élections en décembre et janvier prochains. L'état d'urgence décrété après le coup d'État et prolongé 7 fois est arrivé à expiration et avec lui le décret confiant le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire au général Min Aung Hlaing qui a dirigé le coup d'État. L'annonce faite par le porte-parole de la junte militaire, Zaw Min Tun, intervient alors que le pays est toujours en proie à la guerre civile depuis le coup d'État militaire du 1er février, lors duquel la junte a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, issu de la victoire de l'opposition aux élections, et placé en détention Aung San Suu Kyi et les membres de son gouvernement. Ces derniers ont été accusés de fraude électorale massive, malgré l'absence de preuves notées par les organisations étrangères indépendantes qui étaient sur place pour observer le processus électoral. L'organisation de nouvelles élections, qui était initialement annoncée pour août 2023, laisse perplexe sur les conditions d'un tel scrutin, dans un paysage politique dominé par la junte, sans liberté de presse et sans opposition politique, laissant penser que l'armée cherche à légitimer son pouvoir par les urnes. Toutes les fonctions exécutives du chef de la junte ont en effet été transférées à un comité national de défense et de sécurité qui est contrôlé par l'armée. A également été créée une commission chargée de surveiller les élections à venir, une commission qui a été placée sous la direction du général à la tête de la junte. La tenue d'un scrutin sera d'autant plus difficile que l'armée contrôle désormais moins de la moitié du territoire du pays. Les groupes rebelles, qui ont gagné beaucoup de terrain au cours de l'année passée, ont déjà annoncé qu'ils empêcheraient la tenue des élections, et c'est aussi la position du gouvernement d'unité nationale, un groupe qui réunit la dissidence et qui accuse la junte de vouloir organiser de fausses élections. La junte militaire a d'ailleurs adopté une nouvelle loi électorale publiée mercredi dernier, un texte qui vise à punir les personnes qui s'opposent ou interfèrent avec les élections, avec des peines de prison de plusieurs années et la peine capitale prévue dans certains cas. Notons que ce sont déjà plus de 6 000 personnes qui sont mortes depuis le coup d'État et plus de 20 000 personnes qui ont été détenues de façon arbitraire, selon les chiffres de l'ONG de protection des droits de l'homme, Amnesty International. À Hong Kong, un texte qui prévoit d'accorder certains droits à un nombre limité de couples homosexuels divise le Conseil législatif. Dans une décision rendue en 2023, la Cour finale d'appel, qui est la plus haute juridiction de la région administrative spéciale de Hong Kong, avait donné 2 ans pour mettre en place un cadre légal reconnaissant les droits de certains couples de même sexe. Le texte, annoncé le 2 juillet par le gouvernement hongkongais, ne concerne ainsi que les couples enregistrés à l'étranger, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une union civile, dont un des membres est de nationalité hongkongaise. Notons que l'enregistrement de ces unions sera géré par le Bureau des affaires constitutionnelles et continentales qui dépend du département de l'immigration et non pas de l'état civil. Il s'agit de permettre à ces couples de déposer une demande d'enregistrement pour faire reconnaître leur union, donnant ainsi certains droits concernant notamment les décisions médicales et les visites médicales, les droits en cas de décès d'un des conjoints ou encore de la possibilité de gérer les obsèques et la crémation du conjoint décédé. Le chef de l'exécutif, Jack Lee, a précisé que le texte ne donnait ni le droit de se marier à Hong Kong, ni le droit à l'adoption, un des points qui inquiète les députés les plus conservateurs du Parlement local, qui estiment que le texte met en danger la notion traditionnelle du mariage.
Le chef du gouvernement, quant à lui, a alerté sur le fait qu'ignorer l'ordre de la Cour aurait de graves conséquences et que le Parlement avait l'obligation de légiférer sur la question. Les militants de la cause LGBT estiment quant à eux que le texte n'offre pas assez de protection, mais qu'il est toujours bon à prendre pour faire avancer les droits des couples de même sexe et appellent à permettre à ces derniers d'adopter. Le texte a fini d'être discuté en commission hier et doit désormais être débattu et adopté par une majorité des députés au sein du Conseil législatif d'ici le 27 octobre, qui correspond au délai accordé par la Cour finale d'appel. Les relations entre les îles Cook et son allié traditionnel et principal partenaire, la Nouvelle-Zélande, restent tendues depuis la signature en février dernier entre les îles Cook et la Chine d'un partenariat stratégique global et de protocoles d'entente, notamment dans le domaine de l'exploration minière des fonds marins. Le partenariat, qui fixe le cadre des futures coopérations entre la Chine et l'archipel du Pacifique, a été signé par le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, au terme d'une visite à Pékin et sans consultation préalable auprès de la Nouvelle-Zélande. Les îles Cook ont pourtant une relation extrêmement étroite avec la Nouvelle-Zélande, puisque les deux pays sont liés par un accord de libre association signé il y a 60 ans de cela. Cet accord implique notamment une gestion entièrement autonome des affaires intérieures pour les îles Cook, mais une gestion des questions extérieures et de défense par la Nouvelle-Zélande. Un accord signé en 2001 prévoit certes une certaine autonomie en matière d'affaires extérieures, tout en déléguant les affaires de défense et de sécurité à Wellington, mais maintient le principe de consultation. La Nouvelle-Zélande accuse le gouvernement des îles Cook de manquer de transparence au sujet de ses discussions avec la Chine pour un accord qui représente potentiellement, selon la Nouvelle-Zélande, des risques en matière de sécurité. Les tensions remontent même avant la signature des accords avec la Chine en réalité. En octobre 2024, Mark Brown avait proposé la création d'un passeport des îles Cook avant d'abandonner finalement l'idée suite aux réactions de Wellington, qui s'était senti d'autant plus froissé que le Premier ministre des îles Cook a affirmé qu'il s'agissait là, je cite, d'une question interne. Le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, Winston Peters, a parlé de crise constitutionnelle et la Nouvelle-Zélande a suspendu l'accord d'un financement au développement de 18,2 millions de dollars néo-zélandais pour protester contre le manque de consultation. Mark Brown a qualifié le comportement de Wellington de paternaliste et a déclaré que si la Nouvelle-Zélande n'avait pas les moyens de financer le plan d'infrastructure des îles Cook, l'archipel devrait aller chercher ailleurs. Autre épisode dans cette crise, Winston Peters a mis au défi Mark Brown d'organiser un référendum sur l'indépendance. L'ex-premier ministre des îles Cook, Henry Puna, qui préside le parti des îles Cook qui est au pouvoir, a déclaré qu'il était déplacé de la part de la Nouvelle-Zélande de s'impliquer dans les affaires domestiques de l'archipel et que les deux gouvernements devaient parler, je cite, de ces légères complications en privé. Résultat de ces tensions, ni le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande ni le ministre des Affaires étrangères ne se sont rendus hier à la fête nationale des îles Cook, qui commémorait pourtant le 60e anniversaire de la signature de l'accord de libre association avec la Nouvelle-Zélande en 1965. C'est la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro, qui a représenté Wellington à Avarua, aux côtés du secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Baron Waka, et des dirigeants de la Polynésie française, de Niue, des Tonga ou encore des Tuvalu. L'Union calédonienne, principale composante du Front de libération nationale kanak et socialiste, le FLNKS, a rejeté jeudi dernier le projet d'accord de Bougival signé le 12 juillet dans les Yvelines. Le projet d'accord, signé par le ministre français des Outre-mer Manuel Valls et 18 délégués, vise à faire du territoire du Pacifique Sud un État, un statut sui generis qui gardera la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. L'accord de 13 pages prévoit la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie dont l'existence sera inscrite dans la Constitution française et qui devra être validé par les habitants du Caillou via référendum en février 2026. Le texte mentionne que les habitants qui remplissent les critères pourront bénéficier de la double nationalité, française et calédonienne, ainsi que de la citoyenneté européenne. Le média local Nouvelle-Calédonie La Première a indiqué que le comité directeur de l'Union calédonienne s'était terminé le 27 juillet avec un rejet en bloc du projet par les délégués des comités régionaux. Le média dit aussi avoir appris que des sanctions disciplinaires seraient envisagées à l'encontre des signataires et de leurs collaborateurs.
Les militants du parti dénoncent le manque de consultation avant la signature par les délégués, qui arguent quant à eux que cette signature n'engage à rien et qu'elle permet simplement d'ouvrir le débat au sein du parti. Parmi les principaux points de désaccord, la modification du corps électoral, qui est à l'origine des émeutes de 2024, et la reconnaissance des résultats du 3e référendum d'indépendance, organisé en 2021, qui a été boycotté par les partis indépendantistes dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Alcide Ponga, qui préside le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et le parti loyaliste Le Rassemblement, qui est opposé à l'indépendance, a quant à lui déclaré qu'il fallait désormais soumettre le projet d'accord au vote des Calédoniens. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.